Nous n'avons pas les mêmes attitudes avec certains pays du monde et les pays d'Afrique. Je vais parler crûment et directement. Est-ce que nous faisons de l'ingérence démocratique avec la Chine? Est-ce que nous faisons de l'ingérence démocratique avec la Russie? Non. Est-ce qu'on l'a fait dans d'autres pays? En revanche, on va donner, on étant les États européens, la Commission européenne, la presse, l'opinion et les intellectuels européens, on donne des conseils, voire des avis, voire plus, sur la manière dont les Africains gèrent leur pays. C'est leur problème parce qu'ils sont souverains. Et donc, moi je suis relativement opposé à l'ingérence démocratique. Je terminerai en disant que ça n'est pas pour autant que je conseille de renoncer à nos valeurs. Eh bien, comme annoncé, nous accueillons M. Étienne Giros, Bonjour. président du CEAN. Bonjour, cher Étienne. C'est un plaisir de vous revoir. On était ensemble il y a 2 jours à une conférence des ambassadeurs africains de Paris avec son Excellence Émile Ngoï Kassongo de la RD Congo, plus grand pays francophone. Et cher Étienne, le prétexte, parce que c'est toujours un plaisir de vous recevoir, mais c'était justement, vous avez commis cet ouvrage après 40 ans d'Afrique. Alors la première question, bon d'abord le titre il est magnifique, hein, 54. Bon. Et la première question, c'est évidemment pourquoi avoir attendu si longtemps et pourquoi, et c'est quelle est la genèse qui vous a décidé et à faire le travail? Mais d'abord, merci de ces mots aimables. Effectivement, je me suis lancé après 40 ans d'Afrique, vous l'avez rappelé, et on peut me rajouter après plus de 500 voyages sur le continent, ce qui est quand même pas mal. Et je connais pas les 54 pays, j'en connais à peu près 35. Et donc, ce qui m'a poussé à écrire, c'est que j'ai été irrité, agacé par les idées reçues, les stéréotypes, ou même quelquefois les mensonges qui circulent sur l'Afrique dans l'environnement qui nous entoure, que ce soit l'opinion, les médias, la classe politique ou la société dans son ensemble. Et ces stéréotypes, ces clichés, ils reposent en général sur une méconnaissance assez profonde du continent. Et deuxièmement, quelquefois, ils reposent aussi sur l'idéologie, c'est-à-dire qu'on veut faire passer des idées politiques en disant des choses fausses sur l'Afrique. Et je me suis dit que tout ça desservait la cause que nous menons ensemble, vous, moi, les entreprises, les gens qui s'intéressent à l'Afrique en France, qui est qu'il faut que la France conserve sa place en Afrique, il faut que les liens que nous avons avec ce continent continuent à se construire, à se tisser, et il faut que les entreprises aient le courage d'avoir de l'agressivité pour investir en Afrique. Donc tout ça, on ne peut pas le faire si on est entouré d'idées fausses. Et je me suis dit, d'une manière très simple, mais au fond, un jour, il faudrait peut-être que j'écrive pour dire ça suffit d'entendre des mensonges, des faussetés. Je sursautais, je me disais, c'est pas possible, je vais contrer ça. Et puis je vais venir, je vais faire un livre. Alors j'ai commencé à écrire, j'ai sauté le pas il y a 2 ans à peu près. Et puis je me dis, mais je vais m'arrêter où? J'en prends 20, 30, et je me dis, je vais faire un petit clin d'œil. Comme il y a 54 pays en Afrique, je vais m'arrêter à 54. Donc le mode d'emploi du livre, ça n'est pas qu'il y a un chapitre sur chacun des 54 pays en Afrique. Ça n'est pas le cas. Il y a 54 affirmations que je considère erronées ou en tout cas discutables, que j'essaye de démonter ou d'expliquer. Et ma manière de m'y prendre, c'est toujours d'essayer de regarder qu'est-ce qui motive ces idées fausses, d'essayer de donner des éléments factuels, de réalité, des chiffres, des situations, et enfin de finir par mon avis. C'est donc un livre d'humeur, positivement en faveur de l'Afrique, et que j'essaye, et j'aurais gagné mon affaire si, à la fin de la lecture, les gens qui ne connaissent pas bien l'Afrique se disent, et on me l'a déjà dit, mais j'ai appris beaucoup de choses en lisant ce livre, et d'autres personnes diront, moi je suis dans les affaires, j'hésitais à aller en Afrique, et bien je vais investir en Afrique. Voilà ce que j'ai voulu faire. Justement, Étienne, puisque le CEAN que vous présidez depuis 10 ans, c'est quand même une grande maison, comment dire, associative, c'est des entrepreneurs, des investisseurs, et c'est, je crois, autour de 60 milliards par an de chiffre d'affaires en Afrique.
ce qui n'est pas loin du total français que je ne citerai pas, parce que comme il est évolutif, mais bon. Et votre domaine de prédilection, c'est l'entreprise, bien sûr. Et une des choses que vous affirmez, contrairement à certaines doxas plus ou moins bienveillantes, c'est qu'on gagne de l'argent en Afrique. Mais on gagne de l'argent aussi en produisant des emplois. Et donc de la richesse pour l'Afrique. Alors, ça vous avez raison, les gens ne le savent pas ça. Ils croient que l'Afrique c'est très compliqué, que c'est un piège, qu'on ne peut pas y réussir. Alors, je voudrais quand même profiter de votre émission pour rappeler à ceux qui ne le savent pas 2-3 chiffres, pas trop, rassurez-vous. En Afrique, il y a 5000 entreprises qui travaillent, françaises, 5000 entreprises françaises qui travaillent. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 1000 entreprises françaises. Voilà. Donc, beaucoup de présence. Dans tous les pays d'Afrique, pas uniquement l'Afrique francophone. Les 4 pays les plus importants pour les entreprises françaises en Afrique, ce ne sont pas des pays francophones, ce sont l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et l'Angola. Vous voyez? Donc on est loin des idées reçues. Le courant d'affaires. Le courant d'affaires. Ensuite, ces entreprises françaises emploient 700 000 personnes, directement. Ce qui veut dire, quand on sait qu'il y a les sous-traitants, les communautés avoisinantes et tout, vous pouvez multiplier par 10 à peu près les personnes dont on contribue à assurer un revenu. Et enfin, le chiffre d'affaires, vous l'avez cité, selon les années, il est entre 80 et 100 milliards d'euros. Voilà. C'est plus que les exportations de la France, par exemple, vers les États-Unis, qui sont aux alentours de 50-55 milliards d'euros. C'est plus que ce que l'on fait avec la Chine. Donc, on dit l'Afrique, c'est pas porteur. Mais si, c'est porteur, parce qu'on y fait bien. Et par ailleurs, vous l'avez souligné, et je vous en remercie, les entreprises qui y sont gagnent de l'argent. Et moi, je n'ai pas peur de le dire, ça. Ça n'est pas un péché de gagner de l'argent, parce que si on ne gagne pas d'argent, on ne peut pas travailler en entreprise. Donc, nous gagnons tous de l'argent, sauf accident. Il y en a toujours qui vont avoir un pépin pendant 1 an, 2 ans. Ça peut arriver. Mais dans la majorité, et dans la large majorité, on gagne de l'argent. Donc, on peut faire des affaires en Afrique. Et donc, le propos de ce livre, et mon propos, vous avez parlé du CIAN, je m'en occupe depuis effectivement 10 ans, je ne cesse de dire, ayez confiance en l'Afrique, c'est compliqué. Vous avez devant vous quelqu'un qui n'est pas un afro-optimiste béat. Je ne dis pas l'Afrique c'est formidable et tout va bien. Je dis l'Afrique c'est l'avenir, c'est bien, il y a des problèmes, mais à chaque problème il y a une réponse. Et donc il ne faut pas être freiné par les problèmes. Voilà mon message. Et Étienne, je sais que vous êtes aussi président d'une association équivalente du CIAN à l'échelle européenne, l'EPCAM. L'EPCAM, European Business Council for et Africa. Vous portez le plaidoyer, d'ailleurs il y a eu une réunion récemment internationale de l'EPCAM, de l'équité en termes d'obligations légales parmi les compétiteurs, les concurrents en Afrique. Et nous, les Européens, on est peut-être un peu trop respectueux par rapport à d'autres qui... voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? On fait, sur ce sujet-là, qui s'appelle la compliance en anglais, la conformité en français, et qui se traduit par des tests qui s'appellent, par exemple, la loi Sapin 2, qui s'appellent les directives de l'Union européenne. C'est l'Union européenne et c'est la France qui traduit ces directives de l'Union européenne dans ces textes qui nous régissent là-dedans. Dans ces questions-là, on fait à la fois très bien, en Europe et en France en particulier, mais on pourrait faire mieux. Je m'explique. On fait très bien parce que, personnellement, je pense, et les membres du CIAN le pensent aussi, qu'il faut bien se comporter et il faut avoir une certaine moralité dans les affaires. Nous, on n'est pas pour le Far West. Nous, on n'est pas pour la dérégulation, on fait ce qu'on veut et c'est le plus fort qui gagne en tapant sur l'autre. Il faut des règles. Par ailleurs, nous avons des défis, qui est celui du développement, qui est celui de la souveraineté des pays africains, qui sont nos égaux, que nous ne devons pas traiter d'en haut, on doit les traiter en égalité. Et enfin, il y a le défi de la transition écologique ou le changement climatique. Donc ça, c'est des défis gigantesques et il faut bien se comporter en face de ça. Donc il faut lutter contre la corruption, il faut respecter le genre, il faut respecter les droits syndicaux, il faut avoir une attitude citoyenne dans les pays. Donc ça, c'est toutes ces règles. Et donc nous sommes totalement en faveur de ça et je peux vous dire qu'une différence des entreprises françaises par rapport à certaines des nouveaux acteurs qui viennent de l'Est de la planète, on se comporte bien et mieux. On fait beaucoup d'actions sociales, on ouvre des hôpitaux, etc. Et je pense dire, on a fait une enquête là-dessus au CIAN, les collaborateurs des entreprises françaises en Afrique sont plutôt satisfaits. Ils aimeraient toujours
gagner plus et monter plus vite. C'est normal. On ne le croirait pas s'ils disaient le contraire. Mais c'est normal, c'est comme ça. En revanche, toutes ces réglementations sont quelquefois frappées du sceau de la naïveté et de la bureaucratie. La naïveté, elle a un nom pour moi, c'est la justesse et l'équilibre de la concurrence. Il y a à peu près que la moitié du monde qui est régie par ses droits, ses règles. Ce sont les pays de l'OCDE. Et les nouveaux acteurs, je regarde vers l'Est, la Chine, l'Inde, la Turquie, la Russie, les pays émiratis, etc., les Émirats, ne sont pas sous bien serrés parce qu'ils n'appartiennent pas à l'OCDE. Et donc, ils n'ont pas les mêmes comportements. Donc, c'est une distorsion de concurrence. C'est une concurrence injuste. Et puis, par ailleurs, il y a un autre petit défaut dans ces règles, c'est que c'est des règles assez bureaucratiques, judiciaires, qui peuvent mettre en risque les entreprises et qui peuvent, quelquefois, fragiliser leur envie d'aller en Afrique. Des entreprises se disent, moi je veux bien aller en Afrique, mais si c'est pour avoir un problème judiciaire ou être traîné dans la boue sur les réseaux sociaux, je préfère ne pas y aller parce que les marchés ne sont pas très grands. Et donc, il faut d'abord que tout le monde se dise que les marchés vont grandir et que deuxièmement, il ne faut pas que la bureaucratie de ces règles empêche l'entrepreneuriat. C'est tout ce qu'on dit. Mais autrement, on est en faveur de toutes ces règles. Bon, il y a 1,3 milliard d'Africains, mais c'est vrai que si on les prend un par un, il y a très peu de pays avec 30, 40, 100 millions de population. Enfin, des pays à 10 millions. Il y en a 4. En gros, il y en a 4. Le Nigeria, l'Égypte, dans le désordre. Hein. Le Nigeria, l'Égypte, l'Éthiopie et la RDC. Voilà. Et vous pouvez, oui, à 100 millions, c'est à peu près ça. Bon, donc, alors, je suis allé voir ce qu'il avait écrit, page 54. Parce que c'est drôle. Page 54. Je ne me souviens plus, je suis très inquiet. Mais je vais vous le dire, Étienne. C'est la suite de la page 52. Oui, déjà, il y a une certaine logique dans le livre. Non, mais alors c'est très bien fait parce qu'il y a... oui, bien sûr, c'est un livre raisonné, donc les choses s'enchaînent logiquement. C'est des 3-4 pages à chaque fois. Donc c'est très, effectivement, assimilable pour le lecteur. Et page 52, donc où ça démarre, c'est le point 10. Et c'est « Ce que réalise l'Afrique depuis 60 ans est unique et n'a jamais été fait ». Et donc vous développez que, bon, à un moment, les Africains, grosso modo, réussissent à faire en 60 ans ce que nous, on a mis 2 siècles à faire. Et dites-nous un mot sur l'idée... ce positivisme au regard de l'Afrique. L'idée que je veux défendre dans ce chapitre-là, c'est toujours un petit peu contrer les idées fausses. Je rencontre beaucoup de gens, notamment des Africains, qui disent nous avons le temps, parce que nous avons déjà réalisé depuis les indépendances des choses extraordinaires en progrès économique, de lutte contre la pauvreté, de développement, etc. Et on a été beaucoup plus vite que vous autres Européens, vous avez été dans le passé. Donc ne nous demandez pas d'aller plus vite et laissez-nous, à notre rythme, gérer notre développement. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée, parce que je ne conteste pas le fait que les pays africains, ou la quasi-totalité d'entre eux, ont réalisé des progrès et des développements extraordinaires. Mais ce sur quoi j'alerte, c'est qu'il ne faut pas que ce sentiment alimente l'idée de dire on a le temps. On a déjà fait beaucoup, on a le temps. Je ne crois pas. Parce qu'il y a plusieurs défis qui se présentent et qui, eux, sont au chronomètre. Il faut aller vite. C'est le défi de la démographie. Vous avez dit 1,3 milliard d'Africains. Tout le monde sait que dans une génération et demie, il y en aura 1 milliard de plus. Donc, même si l'Afrique fait, jusqu'en 2000, 5,8%, 2020, 5,8% de croissance, et maintenant plutôt 4%, qu'on aimerait bien avoir en Europe avec nos 1%, donc il y a de la croissance et c'est remarquable. Mais sauf que c'est assez souvent annihilé, dans certains pays, dans certains endroits, par la croissance de la démographie. Donc il y a urgence. On ne peut pas se contenter de ça. On ne peut pas dormir sur nos lauriers. Deuxièmement, il faut faire vite aussi en termes d'infrastructure. Il y a un mouvement des populations vers les villes. C'est un effort de construction et d'aménagement complètement fou des villes. Est-ce qu'on sait que la ville de Lagos, au Nigeria, va compter 50 millions d'habitants après 2050. Je plains le maire de Lagos avec tous les problèmes qu'il va avoir, d'alimentation, de gestion, d'embouteillage, des déchets, d'électrification, etc., de logement. Donc, il faut faire vite là aussi. Enfin, il y a une jeunesse qui piaffe.
car cette croissance démographique fait que, en gros, la moitié des Africains, maintenant ou dans quelques années, aura moins de 25 ans. La moitié. Ouais. Et ça, c'est une structure démographique qu'on ne connaît pas en France ou en Europe. Parce que c'est l'inverse. On a plutôt une population vieillissante. Et donc, vous ne pouvez pas gérer le pays, son rythme de développement, sans tenir compte de ça. C'est des gens qui vont arriver sur le marché du travail. J'ai l'habitude de dire que tous les ans en Afrique, il y a 20 millions de jeunes nouveaux qui arrivent sur le marché du travail. Ça veut dire 20 millions de créations d'emplois. Qui crée les emplois ? Mais les entreprises. On ne va pas créer 20 millions de fonctionnaires. Donc, c'est aux entreprises. Donc, tout ce qui peut aider les entreprises à investir va permettre de créer des emplois et de résoudre ce problème-là. Autrement, qu'est-ce qu'ils font les jeunes ? Ils vont dans l'informel, ils vont dans le banditisme, ils vont dans le terrorisme, ou ils font rien. Mais en tout cas, ils désespèrent. Et ça, c'est pas possible. Donc, ne dormons pas sur nos lauriers collectifs, les entreprises, les États, etc., en disant l'Afrique a fait déjà beaucoup et laissez-la aller à son rythme. Non, je pense qu'il faut aller assez vite à cause de ça. C'est raisonné. Vous avez dit que mon livre était raisonné. Je crois que j'essaie toujours d'être assez neutre et rationnel. Et donc, c'est pas un appel du cœur comme ça. Et simplement, on est contraint à faire ça. Alors, il y a un item, justement, c'est le devoir d'ingérence. Comment il faut comprendre ce titre ? Alors là, oui, vous faites sans doute référence, il y a un chapitre qui s'appelle, d'une manière un petit peu polémique, le devoir d'ingérence démocratique est une nécessité. Et je pense à l'inverse, moi. Car la relation que nous avons avec l'Afrique, elle est quand même, nous autres Français, elle repose quand même sur notre passé et notre histoire coloniale. Et tout ce qu'on a fait. On est passé d'une relation bilatérale après les indépendances de 1960 à 1990, en gros, à une relation multilatérale maintenant, puisque l'Afrique s'est ouverte et est entièrement entrée dans la mondialisation. En gros, je pourrais développer, mais en gros, dans les années 1990. Et donc, ça change la donne. Et la relation que nous devons avoir, si on veut co-construire ensemble avec l'Afrique, elle ne doit pas être paternaliste ou donner des indications. Qui sommes-nous pour aller donner des instructions, des indications, des orientations ou critiquer les pays africains sur leur régime démocratique. Et pourquoi les Africains n'auraient-ils pas le droit de dire « mais laissez-nous nous organiser comme nous voulons ». Il y a eu des putschs ces dernières années en Afrique. Il y a 2 ou 3 pays où la population, mais dans la majorité écrasante, était en faveur des putschs. Nous, on dit, mais non, le putsch n'est pas bien parce que c'est antidémocratique. Mais la population dit, mais nous, là, il se trouve que dans le cas présent, c'était ce qu'on voulait. Donc, il ne faut pas les laisser, il ne faut pas arriver avec nos idées préconçues. La deuxième chose, c'est que l'ingérence démocratique a un autre défaut. C'est qu'elle met en avant le double langage, qui est que nous n'avons pas les mêmes attitudes avec certains pays du monde et les pays d'Afrique. Je vais parler crûment et directement. Est-ce que nous faisons de l'ingérence démocratique avec la Chine ? Est-ce que nous faisons de l'ingérence démocratique avec la Russie ? Non. Est-ce qu'on l'a fait dans d'autres pays ? En revanche, on va donner, on étant les États européens, la Commission européenne, la presse, l'opinion et les intellectuels européens, on donne des conseils, voire des avis, voire plus, sur la manière dont les Africains gèrent leur pays. C'est leur problème parce qu'ils sont souverains. Et donc, moi je suis relativement opposé à l'ingérence démocratique. Je terminerai en disant que ça n'est pas pour autant que je conseille de renoncer à nos valeurs. Il ne faut pas renoncer à nos valeurs. En revanche, il ne faut pas les imposer. Il vaut mieux convaincre et les donner en exemple que d'en faire des conditionnalités. Alors, Étienne, depuis des années que je vous écoute avec attention, une des lignes constantes du plaidoyer du CIAN, c'est de transformer l'aide publique au développement en soutien au financement des entreprises. Ce qui est une vision un peu décalée, un peu novatrice. Décoiffante, on pourrait dire. Par rapport aux institutionnels, quoi. Et cependant, il y a un chapitre, un chapitre sur l'aide publique au développement. Pour être franc, je n'ai pas le temps de le lire, je n'ai pas tout lu. Mais quelle est votre position aujourd'hui ? Il y a une controverse sur l'aide publique au développement. Ouais. Donc on vous écoute. Il y a une controverse qui a été totalement mise sur le devant de la scène
par l'actualité aujourd'hui et la décision du président Trump d'arrêter, en tout cas temporairement, à peu près 80-90% de l'USAID, qui est d'ailleurs un véritable problème humanitaire. Ce qui se passe, c'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Bon, je ferme la parenthèse. Oui. Et donc, par ailleurs, nous sommes dans des situations financières difficiles en Europe et particulièrement en France, et nous devons faire des économies. Et vous savez que le budget de l'État français alloué à l'aide publique au développement, qui touche majoritairement l'Afrique, a été réduit de 2,5 milliards. Ouais, 30%. 30%. Et donc, Rémi Rioux, le patron de l'AFD, se bat comme un beau diable pour essayer de maintenir ce flux-là. Il y a des gens qui disent l'aide publique au développement, il faut la supprimer pour une raison simple. Ça fait partie des clichés, vous voyez ? Oui, justement, c'est pour ça que... Le cliché, c'est l'aide publique au développement, il faut la supprimer parce que ça fait 65 ans qu'on en donne. C'est 60 milliards d'euros à peu près par an pour l'Afrique. Donc depuis 65 ans, ça fait 400 milliards à peu près de dollars ou d'euros. C'est énorme. Et quand on regarde la situation de l'Afrique, ça n'a pas assez évolué. Donc, elle est lente, elle est en partie détournée, et elle n'est pas efficace. Donc il vaut mieux arrêter. Ça sera aussi bien. Et puis ça va responsabiliser les Africains. C'est ça l'idée. Je ne suis pas de cet avis. Je pense qu'il faut maintenir l'aide publique au développement. Pourquoi ? Pour une raison très simple, assez épicière, si je pourrais dire. C'est que les 60 milliards tous les ans qui arrivent, qui sont des financements, mais si on les arrête, on va les remplacer par quoi ? Donc j'aimerais, moi si quelqu'un me dit qu'il faut arrêter l'aide publique au développement, je lui réponds ça. D'accord, mais dites-moi juste par quoi vous remplacez les 60 milliards ? Parce que ces 60 milliards, même s'ils sont lents, même s'ils sont en partie détournés aux bureaucratiques, ils servent quand même à construire des hôpitaux, des routes, à faire des électrifications et à faire des projets. J'ajoute que l'aide publique au développement, et en général, ce sont des financements par prêt. Ce n'est pas du don. Il ne faut pas croire que les 60 milliards, c'est du don. C'est des financements bonifiés aux particuliers, mais qui aident à faire gagner du temps à ces pays. On a parlé tout à l'heure du temps. Et bien ça, c'est une réponse. Alors après, je suis donc défenseur de l'aide publique au développement, qui d'ailleurs va probablement changer de nom, mais je suis aussi pour son évolution, car je trouve qu'elle devrait gagner en efficacité. Et il y aurait une manière de lui faire gagner en efficacité, c'est d'en attribuer une petite partie, pas du tout la majorité, mais une petite partie au financement des projets portés par les entreprises. Je suis entrepreneur, j'ai une idée de construire un poulailler géant, j'ai une idée de construire une clinique, l'électrification d'un village, ou j'ai un projet, mais je n'arrive pas à trouver le fonds d'amorçage et mon début d'argent pour lancer mon projet. Eh bien, l'aide publique au développement devrait pouvoir me financer directement. Alors évidemment, ça c'est assez contre les appels d'offres, c'est assez rapide, et c'est de l'argent public qui va au privé. Donc je ne dis pas que ça ne pose pas de problème. Mais on pourrait améliorer l'efficacité de l'aide et aider la création d'emplois par les entreprises en faisant ça. Donc c'est une idée que je porte, mais qui se heurte à des obstacles quelquefois idéologiques, mais aussi techniques, qui s'appellent l'aide liée ou déliée. Je dis ça pour vos auditeurs qui connaissent ces notions-là, ou l'appel d'offres systématique et l'interdiction du gré à gré. Voilà. Mais c'est toutes ces notions-là qu'il faut essayer de moderniser. Donc vous voyez, il faut de l'analyse, il faut de la rationalité et faire des propositions. Alors Étienne, l'avant-dernière petite question, ça veut dire réponse pas trop longue. Je vais raccourcir. Non, pas de problème. Vous écrivez aussi quelque part, enfin je ne sais plus quelle page, que l'Afrique, on ne la découvre pas dans les livres, il faut aller sur le continent, vivre le continent. Alors c'est un peu ce que j'ai appelé l'autre soir un oxymore quasi nietzschéen, parce que... Mais bon, on comprend très bien ce que vous voulez dire. Non, oui, c'est cette phrase-là que je porte depuis toujours, depuis très longtemps en tout cas, m'amuse, parce que évidemment, maintenant que j'ai écrit un livre, elle est en totale contradiction avec le livre, parce que j'incite les auditeurs à lire ce livre, parce que ça leur donnera, j'espère, une idée de ce que c'est que l'Afrique aujourd'hui. Non, je pense que l'Afrique, on peut lire des livres, etc., mais c'est pas en lisant des livres, et il y en a des livres savants, qu'on va connaître l'Afrique. L'Afrique, c'est une manière d'être, c'est une culture et c'est une relation humaine. L'Afrique, ça se sent, ça se vit, et il faut l'aimer. Et donc ça, c'est pas dans les livres que vous la voyez. Par ailleurs, il y a des habitudes, il y a des usages, il y a beaucoup d'habitudes et de relations orales en Afrique. Ça, vous ne le trouvez pas trop dans les livres, ça. Et donc, cet aspect humain, cet aspect connaissance de l'environnement, eh ben, ça, sa culture. Donc l'Afrique, sa culture. Elle peut s'apprendre, mais l'Afrique, sa culture. Et pour sa culture, il faut parler
Donc il faut aller au CIAN, dans les CCE, il faut aller dans les clubs, il faut rencontrer des gens, il faut aller à des conférences. Et par petits morceaux, on va construire son esprit et peut-être son cœur en faveur de l'Afrique. Alors, le bouquin, le livre, a été projeté en fond, donc tout le monde l'a vu plusieurs fois, mais je le montre encore parce que c'est un ouvrage utile, positif et porteur d'espérance pour l'Afrique et pour notre relation avec l'Afrique. Et donc, évidemment, on le trouve dans les librairies, on le trouve aussi en ligne. On peut l'acheter sur Amazon, sur la FNAC, partout. On le trouve partout et aussi on peut l'acheter en tablette si on veut, si on aime bien lire sur les tablettes. J'ai fait l'expérience, Étienne, vous me l'avez offert, je vous en remercie encore, mais je l'ai acheté aussi en PDF parce que quand on travaille en une activité, on va dire, écrite, c'est très pratique. Et je dis ça surtout pour nos amis africains. Ouais. Ça sera peut-être difficile de le trouver en librairie. Il faut l'acheter sur les réseaux. Voilà. Et bon, voilà. Et la dernière question, Étienne, vous préparez pour le mois d'avril votre grand événement annuel, le Forum Afrique-Europe. Quelle date, où ça se passe? À Paris, d'accord? C'est notre habituel Forum Afrique, ou Investir en Afrique plutôt, que nous organisons avec le journal L'Opinion. Oui. Ça fait maintenant 15 ans qu'on le fait, et ça fait 5 ans qu'on le fait avec L'Opinion. C'est un événement très important sur les affaires et le business entre l'Europe et la France et l'Afrique. C'est un événement de très haute qualité, qui est très bien monté. Ça dure une journée. L'entrée est gratuite, sauf le déjeuner. Et l'année dernière, nous avions 1000 personnes physiquement présentes et 6 délégations africaines. Oui, il y a une atmosphère qui sort de... D'abord, on apprend beaucoup, mais surtout, il y a une atmosphère. Et c'est la moitié, c'est tout le temps, mais en gros, les gens partagent leur temps entre les conférences et du networking et des rencontres. Donc c'est formidable. Ça se passe le 29 avril 2025 et ça a lieu au Novotel Tour Eiffel, près de la Tour Eiffel, sur le front de Seine. Et ça dure une journée. Et il suffit de s'inscrire sur le site du CIAN. Vous tapez CIAN sur Internet et vous inscrivez dessus. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. C'était le mot de la fin. On a encore le temps de s'inscrire. Il n'y a aucun problème. Et quant à moi, je vous dis, on se retrouve dans 15 jours. Merci Étienne. On se retrouve pour le prochain bouquin. Merci Alfred. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.